Alors, bonjour à tous. Nous allons maintenant débuter. Je me présente, Denis Rousseau. Je suis gestionnaire de secteur industriel chez FP Innovation. Je vais être le modérateur de ce webinaire ce matin. Prenez note que la conférence est enregistrée. Les liens vont être disponibles et l'enregistrement va être disponible sur le site du QWeb. Et donc, la conférence de ce matin entre dans une série de webinaires sur la diversification des marchés. C'est un troisième rendez-vous qui est organisé en collaboration avec les spécialistes de simulation en production de sièges chez FP Innovation, le CIFQ, Investissement Québec et le QWeb, bien sûr, qui est l'organisateur principal de ce webinaire. Donc, l'objectif du webinaire vise à outiller les entreprises pour mieux répondre aux exigences des marchés internationaux. Nous allons avoir trois conférenciers ce matin. Le premier étant Sven Gustafsson, qui est le directeur résineux. Puis là, juste un instant, ma page vient de tomber. Sven Gustafsson, donc, qui est le directeur groupe résineux chez OkiWeb. Sven assiste les membres dans toutes les questions liées aux ventes et au marketing international. Sven est également directeur du Congrès de Montréal sur le bois, un événement du domaine du commerce organisé en collaboration avec d'autres associations d'industrie du Canada. Avant de se joindre au QWeb, il a travaillé pendant 10 ans dans la production, la vente, l'exportation de bois d'œuvre résineux en Suède et au Japon. Il a géré le marketing international pendant 5 ans et l'un des principaux exportateurs dans l'Est du Canada. Sven est titulaire d'une maîtrise en foresterie et en transformation du bois de l'Université suédoise des sciences agricoles d'Uppsala. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Sven de débuter sa présentation. Merci beaucoup, Denis. Donc, je partage mon écran. Et je tasse ça. Ça y est. OK. Donc, troisième présentation dans cette série-là. Aujourd'hui, je fais plus l'introduction des deux présentations qui vont suivre, surtout celle de FP Innovation, pour faire l'exercice de calcul de coût de production, mais ça prend un panier de produits. Il faut savoir quels sont les produits qu'on peut viser sur les marchés d'export. Puis, on a fait cet exercice-là de bâtir le panier ensemble. Et voici un peu la démarche qu'on a faite. Ah. Donc, je dis que le panier de produits, c'est vraiment une fonction de, premièrement, la ressource en bois, les bio que nous avons accès. Ensuite, la production, bien sûr, comment on est flexible ou peu flexible dans la production. Et ensuite, les marchés disponibles qu'on peut viser. Et ça, c'est un tableau que c'est la troisième fois que je l'utilise, mais je dis toujours, il faut commencer avec les produits le plus simples. Et c'est quoi le plus simple? Mais c'est de faire la même chose qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire des dimensions nord-américaines. Et il y a une demande dans plusieurs pays. Moi, j'ai fait un estimé que sur le plan global, c'est entre 2,5 et 3 milliards de PMP en dimension nord-américaine qui transigent à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Ici, en rouge, j'ai indiqué pour l'Europe, Angleterre, Benelux surtout, c'est environ 500 millions de PMP. Et vous voyez les autres marchés, le Japon, c'est un gros marché, bien sûr, et c'est un marché de haute qualité où le bois sert pour la construction, en ossature de bois, comme chez nous. En Chine, par exemple, un autre extrême, le CLS sert comme un produit de coffrage dans la construction en béton. Même si les dimensions sont les mêmes que chez nous, c'est pas certain que les exigences en qualité sont les mêmes. Et ici, je prends deux exemples encore. L'Europe, avec le marquage CE, qui ont des normes assez rigoureuses en termes de qualité,
qui fait qu'il faut quand même produire ça à part, comme un produit à part. Un autre exemple provient du Japon. Ce que vous voyez là, c'est la spécification en qualité d'un des acheteurs, des acheteurs majeurs au Japon. Et je ne vais pas passer tous les détails parce que c'est très détaillé. Donc, pour l'Europe, l'Angleterre, ce qu'on demande, c'est une qualité premium avec une flash qu'on peut nommer une pencil wing. Et évidemment, la présentation et tout vient avec. Et la qualité qu'eux demandent, c'est du C16 et C24. Et donc, c'est des produits qu'on peut faire. C'est des produits qui sont couverts par le Export Annex, l'annexe export du livre de NLGA. Un autre élément à considérer, comment on va produire ces produits-là. Est-ce qu'on va le faire mixte avec notre production régulière ou en batch ou en campagne de production? Ça dépend bien sûr comment on est flexible en production, encore une fois, mais ça dépend aussi de la gamme de produits. Ici, j'ai quelques exemples que c'est Pierre Bédard du USNR à l'époque qui a sorti ces exemples-là, qui montre, par exemple, dans la première bille, une 3x3 pour le Moyen-Orient. Ensuite, vous voyez d'autres patrons de débittage. Ici, on produit vraiment mixte. Donc, on mélange les produits à l'export avec les produits nord-américains. Une autre question à se poser, surtout quand on produit des dimensions nord-américaines pour l'export et que l'exigence en qualité est plus élevée qu'on est habitué. Bref, on peut dire qu'il demande un premium comme on fait normalement pour Home Depot et d'autres DIY en Amérique du Nord. Souvent, on se fait dire qu'on fait de l'écrémage. Donc, on sort le meilleur du 1 et 2, puis on vend chez Home Depot, par exemple. Mais évidemment, c'est quelque chose on pourrait déplacer le volume qu'on vend chez Home Depot vers l'export. C'est une façon de faire. Mais si on veut avoir plus de volume qui remplit les exigences de l'export, on va peut-être devoir changer les paramètres de sciage pour avoir plus de volume. Un autre point clé, on sait que le downgrade, c'est bien vendre le downgrade, c'est souvent la différence entre profit et perte d'une production. Et le best, l'idéal, c'est toujours de pouvoir vendre le downgrade en même temps qu'on vende le gros du volume. Et en export, même utiliser le même importateur, distributeur pour les produits de basse qualité. Et ça, souvent, ça va aller surtout dans le domaine de l'emballage. Il s'agit de trouver quelqu'un qui peut être content et heureux avec notre downgrade. En termes de fluctuation de prix, on peut dire généralement les marchés d'exportation, je dirais qu'ils sont plus stables que le marché nord-américain en termes de prix. Les fluctuations sont moindres. Mais néanmoins, ils ont vécu les mêmes montagnes russes que nous pendant la pandémie, par exemple. Ici, mon exemple, c'est donc l'index sur le marché britannique et ça va jusqu'au mois de juin 2025. Et vous voyez les fluctuations. Ce n'est pas des prix, mais c'est donc un index. Autre chose à ne pas oublier, et l'exercice qu'on fait maintenant avec FP Innovation, c'est justement pour courir une chose que j'ai essayé d'illustrer ici. On compare une 2x4 8 pieds nord-américain avec un produit similaire qu'on pourrait vendre en Israël, avec un autre produit similaire
qu'on vende en Angleterre. Les dimensions varient un peu pour l'Israël et pour le UK. Bref, les dimensions sont plus épais et un peu plus larges. Donc, si on fait les conversions, il ne faut pas oublier que pour compenser l'ajout en fibres, dans le cas d'Israël, par exemple, c'est 9% plus de fibres qu'on envoie. Et dans le cas du UK, ici, c'est 24% de plus. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est pas, on ne peut pas juste faire la conversion en PMP vers mètre cube. Il faut aussi prendre en considération le fibre, la consommation de fibres qui est plus grosse pour l'exportation. Donc, quand on a commencé à identifier les produits qu'on veut maintenant étudier, mais on a commencé avec le UK, c'est quand même un gros marché, c'est le troisième plus gros importateur au monde, avec un volume total d'importation de 6 à 7 millions de mètres cubes. Et c'est un marché où une bonne partie de volume utilisé sert dans la construction. Donc, notre bois, les qualités que nous avons, on vise en premier la construction. Et vous voyez les volumes ici, il y a comme deux gammes de produits, ce qu'on appelle le carcassing et le CLS, mais les deux servent donc dans la construction. Je vais montrer un peu plus en détail c'est quoi le carcassing. Mais avant ça, je veux aussi mentionner qu'en Angleterre, tout le bois qu'on envoie pour la construction, ça va dans une usine de préfab. Et en Angleterre, on appelle ça du off-site construction. Donc, à peu près ça, 3 camions qui sont envoyés à une site de construction et on a tous les composants structuraux pour la maison. En termes de construction, environ 200 000 unités par année. C'est un peu moins que le Canada actuellement. On est plus autour de, je crois, 250 000 unités. Mais le besoin à long terme, c'est autour de 300 000 maisons par année. Et on vise à peu près 40% d'ossature de bois dans cette construction-là. Je parlais de carcassing. Donc, ici, en détail, c'est quoi en termes de dimension? C'est un produit qu'on livre blanchi 4 faces, mais le volume est calculé, vendu brut 47 mm, c'est l'épaisseur, par 75 mm, c'est donc un 2 par 3, l'équivalent de notre 2 par 3. Et une fois blanchi 4 faces, il a 45 par 70 mm. Ensuite, vous voyez les autres dimensions. Donc, vous voyez qu'il utilise toujours passablement de poutrelles solides en bois. Donc, il y a dans ça du 2 par 8 et 2 par 9. Même s'il y a une tendance, même en Angleterre, que les poutrelles en nid ou des poutrelles ajourées prennent aussi une place du marché. Mais ça, c'est la spécification traditionnelle de carcassing, avec les pourcentages en longueur et par largeur. Et souvent, quand on fait cette production-là, on peut aussi vendre les planches. Donc, les planches sont brutes, ne sont pas planées, et c'est du 22 mm par 100, 125, 150. Donc, c'est 4, 5 et 6 pouces de large. Je parlais au début du choix entre une production mixte ou une production par batch. Et il y a eu des compagnies québécoises qui ont fait cette spécification-là autour des années 2006, 7, 8. Et ici, j'ai un exemple, un cas vécu. En fait, c'était Maybec à l'époque qui a constaté pour faire du carcassing, c'est soit 100% ou pas du tout. Donc, il faut faire ça en campagne de production. Une production partielle était non applicable à leur usine.
Encore une fois, ça dépend de l'usine. Eux, ils ont décidé que ça prend une période de production minimale à l'usine sur des dimensions métriques de au moins 1 mois pour accumuler des quantités, pour peut-être faire des grosses livraisons jusqu'à un bateau à la fois. Et ils ont donc constaté de se concentrer sur un seul marché à la fois. L'autre gamme de produits en Angleterre, c'est le CLS. Donc, c'est des dimensions qu'on connaît très bien. C'est les mêmes dimensions qu'on fait tous les jours pour l'Amérique du Nord, avec du 2 par 3, 2 par 4, 2 par 6 et 2 par 8. Et vous voyez les pourcentages, vous voyez que mais le gros du volume, c'est dans le 2 par 6, ensuite le 2 par 4, etc. Et ça sert tout dans le préfab, donc en grande partie pour le mur extérieur des panneaux de mur préfab. Donc, là, on a couvert, je crois, les produits qu'on pourrait viser en Angleterre. Mais pour compléter avec d'autres marchés, on s'est tourné vers le Moyen-Orient. Et vers le Moyen-Orient, mais en fait, il y a 3 utilisations pour le bois. Le coffrage, l'emballage et le menuiserie. Nous, au Québec, on a déjà pas mal d'expérience de servir le marché du coffrage au Moyen-Orient. Et le produit phare qu'on fait, que certains d'entre vous ont déjà fait, c'est de 3 par 3, c'est surtout de 10 pieds. C'est un produit qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler de filarie. Donc, voilà les filaries. Et vous voyez les photos qui démontrent à peu près qu'est-ce qu'il faut targeter comme qualité. Il faut aussi marquer qu'il y a un virage de ce marché-là qui demande de plus en plus, c'est pratiquement 100% de bois sec dorénavant. Je remercie Mathieu Blanchette pour cette photo-là. Et un autre marché dans le Moyen-Orient qui a des dimensions qui pourraient fonctionner chez nous, c'est Israël. Donc la planche est de 2 par 4, donc en fait du 1 par 4 et 2 par 4, en longueur 10, 11 et 12 pieds, avec un pourcentage en 14 pieds. Encore une fois, c'est le produit qui sert dans le coffrage de béton. Et ça provient direct d'une demande réelle. Et on a déjà une expérience au Québec dans le passé de servir ce marché-là. Donc, ensemble, ça fait 3 marchés d'exportation qu'on a regardés dans l'exercice d'aujourd'hui. 4 gammes de produits. On a le UK, le carcassing de 47 mm. On a le UK, le CLS. Israël, le 1 par 4 et 2 par 4 version israélienne. Et Moyen-Orient, surtout l'Égypte, l'Arabie saoudite, le 3 par 3. Donc, ça fait mon introduction. Le vendeur est au centre. Et là, les marchés, la ressource, la possibilité de production. Et j'ai aussi ajouté ici la logistique comme quatrième composant à regarder. Donc, c'est ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Sven. Oui, il y a 2 manières de poser les questions. Vous pouvez utiliser le Q&R dans le haut de votre écran pour poser les questions, ou vous pouvez également lever la main pour qu'on puisse vous donner accès au micro et poser les questions directement. On a déjà une question qui a été posée, Sven, dans le chat. Est-ce que le bois vendu au Royaume-Uni doit être certifié FSC, SFI ou PEFC? Oui.
Presque sans exception, un de ces certifications-là est demandé. OK, merci. On a également une question de Carl Lévesque. Carl, tu peux activer ton micro. Oui, est-ce que notre densité par rapport à la leur est un atout versus leur demande là, par rapport à la flash? Euh, je dirais qu'il n'y a pas de façon à contourner la demande au niveau de la flash. Mais la densité et la force de notre bois, l'épinette de noir surtout, peut être un avantage dans la production. Exemple, on peut produire du C24 en passant le bois par la machine MSR. Et la valeur qu'il faut atteindre pour faire du C24, c'est du C1650. Donc, ça veut dire que au niveau de la force, c'est certain que dans le nord de Québec, Lac-Saint-Jean, etc., on peut avoir une très fort pourcentage de C24 si on passe par MSR. OK. Fait que ça veut dire que les histoires de leur demande de flash, c'est uniquement pour leurs usines de préfabrication. Oui, c'est pour les usines. Et honnêtement, c'est le coutume de marché. C'est comme ça que les compétiteurs présentent leur bois. De faire accepter une flash de numéro 2 qu'on est habitué ici, honnêtement, c'est impossible dans le court terme. OK, merci. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes pour d'autres questions. Comme je le rappelais, vous pouvez les poser soit avec le QNR dans le haut de votre écran, si vous ne voulez pas prendre la parole, ou vous pouvez lever la main tout simplement pour qu'on vous donne accès. Donc, Sven, je crois que ça a été clair. Oh, il y a une main levée, non, excusez-moi. Emmanuel Forgette, s'il te plaît, tu peux y aller. Oui, bonjour tout le monde. J'ai une question. Moi, je sais qu'il y avait des démarches concernant le SPF-S. Est-ce qu'il y a eu de l'avancement de ce côté? Oui, mais la décision finale, on n'a pas le résultat final. Donc, la norme permet des bio américains et canadiens. Mais en même temps, il ne permet pas de SPFS. Comment trouver la façon de jongler ça, d'avoir une étampe qui est acceptée par CLSAB et en même temps remplir la norme européenne. En fait, on a des meetings jeudi cette semaine encore avec le NLGA et le CLSAB. Puis on espère vraiment qu'on puisse trouver une solution. Ça serait stupide qu'on met une barrière à nous-mêmes, hein, parce que dans nos consultations avec les Européens, on a un consultant technique, un ingénieur qui travaille pour nous en Angleterre, il ne voit pas de problème. Donc, si on n'a pas une bonne réponse cette semaine, je pense que ça va prendre un effort commun. Les producteurs, le CFQ et nous, QWeb, auprès de NLGA et le CLSAB, parce que je vois que le problème est plus ici, au Canada qu'en Europe. D'accord, merci. Je vois que Paul veut peut-être commenter là-dessus. Paul Audaud du CIFQ. Oui, ben, je voulais juste mentionner que ça dépend également du tiers là, qui s'appelle MPA, là, qui est l'organisme en Europe là, qui certifie les étampes de bois canadien. Fait que c'est vrai que CLSAB a un rôle important, mais ce third party-là aussi là, joue un rôle important. Oui, bon point, Paul. Excellent, merci Paul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoute, je suis là. Jusqu'à la fin? Oui, on peut prendre OK. plus de questions plus tard. Excellent. S'il y a d'autres questions qui surviennent à la fin, on aura la chance encore une fois. J'ai oublié de mentionner que le webinaire est en collaboration donc avec FP Innovation Investissement Québec, le CIFQ et le QWeb, bien sûr. Nos prochains conférenciers,
seront deux représentants de FP Innovation. Tout d'abord, Luc Bédard, qui a terminé ses études en technique d'aménagement forestier au Cégep de Sainte-Foy en 1993 et ensuite travaillé pour la firme de consultants DGR sur des travaux d'inventaire et s'est réorienté dans le domaine de la transformation puis a poursuivi son cheminement avec un emploi au Centre de recherche des produits du bois qui s'appelait Forintec jadis en 1998 et maintenant FP Innovation. Et ses principales fonctions portent sur le service technique aux membres, la caractérisation de la ressource, l'optimisation du procédé de sciage. Alors, Luc va amorcer la première partie de la conférence et Samuel Gendron va poursuivre. Samuel est chercheur senior au produit du bois. Il a obtenu un baccalauréat en génie du bois et une maîtrise en produit du bois et travaille chez FP Innovation depuis 2020. Alors, à toi, Luc, pour débuter. Ouais. Bonjour tout le monde, je vais partager mon écran. OK, on va vous présenter l'outil qu'on a développé chez FP Innovation, Samuel et moi. Dans le fond, c'est un outil qu'on a développé en réaction aux surtarifs exigés par les Américains. C'est un outil d'aide à la décision là, qui permet aux dirigeants d'entreprise de prendre des décisions éclairées avant de se lancer dans l'aventure du bois d'exportation. Cet outil-là, ben, il se trouve à comparer les différents marchés d'exportation. On calcule les impacts des différents indicateurs sur l'usine. Fait qu'on fait varier les marchés, puis on calcule, on regarde c'est quoi les impacts sur nos différents KPI. Son fonctionnement est simple. Là, ce qu'on a à faire, c'est de saisir une distribution de billes diamètre longueur de notre usine. On définit le volume de l'approvisionnement. On configure les informations sur les sous-produits. On entre notre liste de prix de vente qu'on peut avoir pour chacun des types de marchés. Ensuite de ça, ben, on peut lancer des comparaisons là, entre chacun des types de marchés. En sélectionnant par classe de diamètre, on peut faire notre sélection. Pour générer cet outil-là, on a eu besoin du logiciel Optitech. Pour chaque type de marché et pour chaque dimension de B, on a fait des simulations. Ensuite de ça, ben, l'outil interroge les simulations qui se trouvent à être en arrière-plan. C'est un fichier Excel. Puis ensuite de ça, ben, il peut générer ces résultats là, en fonction des simulations et des interrogations qu'on a demandées à l'outil. Ben, je vais vous présenter Optitech. Optitech, ben, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un logiciel qui a été développé par Forintec et FP Innovation depuis le début des années 90. C'est un logiciel qui simule le débitage de billes ou de tiges à partir de scans provenant de scanners industriels ou de notre scanner portable. On a un scanner portable chez FP Innovation qui peut scanner des tiges jusqu'à 80 pieds de long. Il permet il est en mesure de générer un panier de produits qui tient compte de la flash et d'une priorisation de ces produits-là pour maximiser la valeur et le volume de chacun des produits. Optitech, ben, peut modéliser à peu près n'importe quel type de procédé de transformation, passant du tronçonnage jusqu'à la deuxième transformation. Le type d'études qu'on peut réaliser avec Optitech, on peut faire des analyses de nouveaux marchés, introduction de nouveaux produits, l'implantation de nouvelles technologies, l'ajout de nouveaux équipements, des analyses de fluctuation de la ressource, études de tronçonnage, etc. Pour fonctionner, Optitech a besoin de 3 intrants. On a besoin de connaître l'information sur la matière première, les billes, qui rentrent dans notre usine. On a besoin de l'information sur l'usine, le procédé de transformation. Ensuite de ça, on a besoin de connaître notre panier de produits. Pour monter l'usine, pour monter l'outil, on a utilisé notre banque. Pour l'approvisionnement, c'est ça, on a utilisé notre banque de billes que FP possède. C'est une banque de tiges et de billes. Au total, on a simulé 1712 billes. Puis c'est des billes qui allaient de 3 pouces à 18 pouces de diamètre et de 7 à 20 pieds de longueur. Le tableau en bas à droite illustre notre échantillonnage. Dans certaines classes, on manque de petites billes. Dans certaines classes, on manque de grosses billes.
On a moins de billes dans les longueurs impaires, mais en général, une distribution standard d'usine est très bien représentée. Dans une prochaine version, si on en fait une, ben, on va bonifier puis essayer de combler les trous qu'on a. Ensuite de ça vient le module usine. Ce qu'on a utilisé comme usine, mais c'est une usine générique de 2 lignes de sillage. La grosse ligne, c'est une ligne Cantor Twin avec un sillage courbe. Ensuite de ça, la petite ligne, c'est une ligne 4 faces. On a utilisé des traits de scie standards qu'on retrouve dans l'industrie. Même chose pour les paramètres d'optimisation. C'est des paramètres standards qu'on retrouve. L'image vous présente là, le schéma de l'usine Optitech. Chacune des boîtes se trouve être un centre machine ou un scanner. Puis les liens entre elles, ben, ça se trouve être l'aiguillage de la matière première là, pour chacun des centres machines. Ensuite de ça, les marchés qu'on a simulés. Le premier, c'est le marché nord-américain. Le tableau en haut à gauche vous présente les dimensions cibles qu'on a utilisées et les dimensions minimum pour le calcul de la flash qu'on a simulée. Pour ce marché-là, on a simulé la 1 par 3, 1 par 4 de 6 à 16 pieds. Pour les épaisseurs de 2 pouces, on a simulé du 2 par 3, 2 par 4, 2 par 6 et 2 par 8. Au niveau des grades et des règles de flash, pour la planche, on a utilisé un grade d'utilité meilleur avec 25 de flash en épaisseur, 80 en largeur pour 100% de la longueur. Le grade premium, on a utilisé un grade Pencil Wing, 15-15 au niveau de la flash. Ensuite de ça, pour les grades numéro 2, stud et numéro 3, c'est des grades NLGA standard. On a fait une récupération aussi avec le grade éco, avec une flash de 75-75 pour 100% de la longueur. Ensuite de ça, le second marché qu'on a simulé, c'est le marché 38 mm UK, 38 mm CLS. Ça se trouve être une simulation hybride avec le marché nord-américain. Dans cette simulation-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a priorisé les produits premium pour les vendre sur le marché de l'Angleterre. On a simulé des produits de 2,4 mètres à 5 mètres. C'est du bois qui est séché, raboté 4 faces. C'est les mêmes règles de flash qu'on a utilisées pour le produit nord-américain. L'exception, c'est qu'on a priorisé le premium dans ce cas-là. Fait qu'on a un volume, on a augmenté notre volume de premium là, dans ce cas-là. Ensuite, le marché UK 45/47 mm, qui se trouve être le carcassing que Sven vous a présenté. C'est un produit qui est scié plus gros, qui se rapproche des dimensions nominales. On a scié du 22 mm et du 42 mm en épaisseur. Au niveau de la planche, on a simulé de la 1 par 3, 1 par 4, 1 par 5 et 1 par 6. Pour les produits de 2 pouces, 45 mm, on a simulé de 2 par 3 à 2 par 9, incluant le 2 par 5 et le 2 par 7. Les longueurs, ça a été des longueurs de 8 à 16 pieds. Pour ce qui est de la planche n'est pas rabotée entièrement. Elle est saisie, qu'on appelle. On s'est trouvé à enlever un prélèvement minimum au rabotage pour enlever les coups de couteau et les marques de scie. C'est une pratique là, qui est courante là, pour le bois d'exportation. Ensuite de ça, pour les produits de 45 mm, ben, c'est du bois qui est séché, raboté 4 faces. Pour les règles de flash, c'est un grade premium Pencil Wing qu'on a utilisé. On a introduit un grade de downgrade. On a mis 16-16-100%. On ne voulait pratiquement pas en faire. On voulait correspondre à environ 5-10% de la production. Fait qu'on a mis des règles de flash très, très, très sévères pour en faire au minimum. Ensuite de ça, vient le marché Israël. On a simulé de la 1 par 4 et 2 par 4. Les produits ont 22 et 42 mm en épaisseur. On a simulé des longueurs de 8, 10, 11, 12, 13 pieds de longueur. Encore là, le bois est saisi. Il n'est pas raboté entièrement. C'est les mêmes règles de flash qu'on retrouve pour le marché carcassing, là, 45 mm. Le dernier marché qu'on a simulé, c'est le 3 par 3, ce qui se trouve être du 75 mm par 75 mm. On a simulé dans les longueurs de 9, 10, 11, 12, 13 pieds. Encore là, le bois est brut, sec, il est saisi. Il était raboté, mais
de faible façon. Ensuite de ça, ben, c'est un produit qu'on appelle Filari, comme Sven nous a parlé tantôt. On a alloué des flashs de 25 par 25, 100% de la longueur, avec une flash secondaire de 35-35 pour 25% de la longueur. Ensuite de ça, ici, ben, on vous présente la même baie qui a été débitée avec deux marchés différents. C'est-à-dire l'image du haut vous présente le marché nord-américain et l'image du bas se trouve être le marché carcassing 45 mm. Ce qui ressort, c'est que le rendement est supérieur. Le rendement matière est vraiment supérieur pour le marché nord-américain. Si on compare au niveau des productions en PMP, là, on va chercher 36% de plus de PMP au niveau du marché nord-américain. Par contre, si on regarde un autre ratio qui se trouve être le ratio mètre cube de siège sur mètre cube de billes, ben, l'écart est de 11%. Mais c'est vraiment le ratio de fibres là, qui fait la différence. Là. Ensuite de ça, au niveau de la valeur, ben, le marché UK 45 mm est avantagé. Là, on a 14% de hausse, 14,1% au niveau de la hausse du prix, qui correspond à 24,83 du mètre cube. Le tableau du bas vous présente, dans le fond, notre calcul des dimensions cibles là, pour du 2 par 4, 12. On a tenu compte de la variation au siège, du retrait au séchage, puis de la marge au rabattage. On a créé un ratio, le ratio de fibres qui se trouve être la dimension sciée sur la dimension nominale. Et puis, ben, comme on le voit, ben, la dimension nominale est supérieure. La dimension sciée est supérieure à la dimension nominale pour les marchés d'outre-mer. Par contre, comme vous le savez, le marché nord-américain, ben, on est en bas du nominal. On vend environ 21% d'air. En bref, le rendement est moindre pour les marchés d'outre-mer, mais la valeur est accrue. Je vais passer la parole à mon collègue Samuel pour une petite démo de l'outil. Oui, merci Luc. Le partage. Donc, juste confirmer que vous voyez mon outil en ce moment. Oui, Oui, c'est bon. Parfait. Donc, merci Luc pour la belle introduction de comment la méthode qu'on a utilisée pour construire l'outil. Il est accessible, là, je dis d'emblée, il est accessible dans le fond à nos membres, cet outil-là, les membres d'FP Innovation. Si vous êtes non membre, il y a toujours façon d'y accéder via contrat ou en devenant membre de chez FP Innovation. Quand on ouvre, dans le fond, c'est un logiciel. Là, oui, c'est un Excel, mais pour l'installer, ça prend une licence. Donc, ça vient avec un logiciel qu'on vous envoie. Vous faites simplement une demande de licence, puis après ça s'installe sur votre poste de travail. Quand vous l'ouvrez, ben, on voit la page d'accueil qui est ici, qui vraiment va vous décrire l'outil fait quoi. Donc, rappelez un peu les grandes lignes que Luc a présentées sur les marchés qui ont été simulés aussi. Et vraiment bien dire qu'est-ce qu'on doit faire pour utiliser l'outil. Je vais faire une démonstration live, donc ça va être un peu plus, on ne lira pas la page d'accueil. Ce qu'on doit faire en premier, c'est vraiment rentrer notre approvisionnement. Donc, comme Luc a dit, ce qu'on a fait, nous autres, dans Optitech, c'est qu'on a rentré une grande gamme de billes qui représentent différentes classes de diamètre, différentes classes de longueur. Donc, on passait de 3 à 18 pouces sur le diamètre, puis en longueur, on passait de 7 à 21 pieds de longueur. Tout ça a été simulé là, pour différents marchés avec une usine quelconque. Puis, ce que ça nous permet de faire, en gros, c'est que pour n'importe quelle usine qui veut étudier comment les marchés vont impacter les indicateurs de performance, bien, vous avez juste à rentrer votre approvisionnement de billes en nombre de billes. Donc, on rentre un pourcentage de nombre de billes pour ces classes-là. Puis, nous autres, en fait, on va aller récupérer les données dans les rapports Optitech puis reconstruire les indicateurs de performance selon c'était quoi votre approvisionnement. Donc, l'approvisionnement va avoir un gros impact sur les indicateurs de performance, c'est normal. Ce n'est pas tous les produits qui peuvent être dans toutes les billes. Là. Si on parle entre autres de la classe de diamètre de 3 pouces, mais ça va être plus difficile de faire des produits UK qui demandent moins de flash ou le 3x3, même chose, du Moyen-Orient, etc. Donc, l'approvisionnement de billes va avoir un grand impact naturellement sur ce que vous êtes capable de faire. Donc, c'est ici qu'on vient configurer l'approvisionnement de l'usine.
Toutes les cases qui sont en blanc, ben ça, c'était les cases qu'on avait suffisamment de billes dans la database pour bien représenter, dans le fond, les patrons de coupe, le panier de produits qui vient avec ces billes-là. Quand c'est en jaune, ben là, c'est là qu'on manquait un petit peu de scan de billes dans l'échantillonnage. On est à moins de 5 billes dans ces classes-là. Puis en rouge, ben là, on n'en avait juste aucune dans la base de données. Ça pourrait être complété éventuellement en récupérant des scans d'usine si, par exemple, quelqu'un est intéressé à fournir ces scans-là et qui veut une réponse pour des classes de billes qu'on n'avait pas. Mais grosso modo, comme Luc disait, les classes de billes qu'on a en blanc ici représentent assez bien la quasi-totalité des billes qu'on pourrait avoir dans une usine en dimension. On a fait quelques tests là, avec des approvisionnements de quelques usines. Puis, c'était rare. 1% de billes dans les cases rouges, c'était le maximum qu'on avait. Puis dans ce cas-là, moi, tout ce que je recommande, c'est tout simplement de ne pas les compter, ces billes-là, puis de redistribuer équitablement dans les autres classes. Parce que de toute façon, les cases rouges, vu qu'on n'a pas de produits à montrer, bien, il n'y aura pas d'analyse qui sera faite sur ces billes-là. Ça peut fausser un petit peu les résultats. Donc, on est mieux de juste considérer les billes qu'on a dans la database. Pour ce qui est des autres informations à rentrer dans cette page-là, bien naturellement, le volume annuel de l'approvisionnement, donc en mètres cubes, ça va être très important pour calculer, entre autres, les différents indicateurs. La densité basale du bois est importante parce qu'on va aller chercher les prix des copeaux et les prix de sciure. Donc, ça va nous aider à calculer les indicateurs qui sont reliés aux coproduits, dans le fond, copeaux-sciure. Transférer la tonne métrique anide au mètre cube de billes. Une fois que l'approvisionnement est configuré, on revient à la liste de prix de vente. Donc ici, c'est vraiment tous les produits qui ont été présentés jusqu'à maintenant là, par Luc et Sven se retrouvent dans cette table-là. Donc, ce que l'utilisateur peut faire ici, c'est configurer les prix de chacun de ces produits-là selon sa réalité. Donc, on va retrouver là, dans la liste les produits 38 mm de l'Angleterre. Donc, ici, c'est les produits premium. On va retrouver les produits du Moyen-Orient, les 3x3 qu'on parlait. On va retrouver les produits 45 mm, le Carcasting de l'Angleterre, encore une fois. Donc, on a des produits premium. On avait quelques produits downgrade aussi. On va retrouver les produits colombage traditionnels de l'Amérique du Nord, les produits de dimension aussi, donc c'est standard pour vous. Les produits Israël sont présents ici. Puis finalement, les planches. Donc, là, on a deux marchés qui peuvent accéder aux planches. Là. On a le nord-américain, mais aussi on en a quelques-uns de UK. Donc, on peut voir on peut faire la démarcation entre les deux ici. Ce qui est à configurer par l'utilisateur, c'est vraiment le prix au 1000 PMP. Donc, c'est la colonne qui est en jaune-beige ici. Tout ce qui est produit d'exportation, en fait, les prix qui sont déjà configurés ici nous provient des informations du QWeb. Donc, des informations qui sont assez récentes là, du mois de septembre. Donc, c'est des prix qui sont assez up-to-date, je dirais. Donc, pour tous les marchés, là, donc Angleterre, Moyen-Orient, puis Israël. Puis, bon, naturellement, les produits NLGA standard, ben là, vous avez vos propres prix que vous pouvez rentrer ici. Nous, on a pris des prix généraux qui sont d'actualité aussi, mais vous avez toutes vos propres réalités, donc c'est quelque chose qui serait à configurer de votre côté en utilisant l'outil. Ensuite de ça, ce qui est d'autre à configurer dans cette page-là, il y a les paramètres d'exportation dans le tableau en haut à gauche. Pardon. Là, on va juste définir un peu dans notre du bois d'œuvre qu'on produit, comment il va rester au marché canadien. C'est important de savoir parce que ça va être exempt de taxes, ce bois-là. Donc, si vous choisissez un scénario d'export ou un scénario plutôt de nord-américain où il va y avoir de l'exportation aux États-Unis, bien, le bois qui va rester au Canada ne sera pas taxé par les États-Unis naturellement. Donc, c'est important à savoir cette proportion-là dans les calculs pour les indicateurs. Puis après ça, on peut rentrer les différentes taxes des différents marchés s'il y a lieu. Pour l'instant, les États-Unis, comme vous savez, bien, il y a des taxes qui sont reliées à l'exportation ici. Donc, on peut mettre la valeur de taxes reliée à ça. Puis on pourrait mettre l'Angleterre, si on voudrait, Moyen-Orient, Israël, s'il y avait des taxes reliées à ça. Donc, ça va impacter, dans le fond, le prix unitaire qui est calculé à partir du dollar du 1000 PMP, prix moulin. Bien, après ça, on va calculer l'impact de la taxe relié à ça. Donc, ça va diminuer le prix unitaire
de nos produits de cette façon-là. Ça va impacter les indicateurs de performance aussi. Si jamais on ne se souvient plus exactement quelles sont les spécifications des produits dans ces marchés-là, il y a les tableaux dans cette page-là qui sont aussi accessibles pour les différents marchés pour nous rappeler, c'était quoi les dimensions cibles qui ont été utilisées pour les simulations, mais à quoi ça ressemble aussi dans ces marchés-là en termes de dimensions, en termes de flash. Donc, tout se retrouve dans cette page-là comme information. Mais vraiment, ce qui est à configurer, c'est le prix moulin et les paramètres d'exportation en termes de taxes. Une fois que l'approvisionnement est fait, que les listes de prix de vente est fait, on a tous les intrants nécessaires pour faire les calculs après ça des indicateurs de performance d'usine. Donc là, on peut aller dans la page de sélection de marché. Ce qui est fait ici, c'est qu'on regroupe les indicateurs de performance par classe de diamètre. Donc, on voit à gauche, on retrouve les mêmes classes de diamètre de 3 à 18 pouces. Puis là, on va donner ces indicateurs de performance-là d'usine par classe de diamètre. On va retrouver la distribution selon l'approvisionnement qu'on a rentré, la distribution de billes en pourcentage. Ensuite de ça, on va avoir le volume moyen des billes, la longueur moyenne des billes selon notre configuration, encore une fois. Puis là, après ça, on va pouvoir sélectionner le marché qui nous intéresse par classe de diamètre. L'intérêt de faire ça, c'est qu'il y a certaines classes de diamètre qui vont être mieux pour certains marchés que d'autres. Je pense entre autres au Moyen-Orient où on fait du 3x3. Ça va peut-être être mieux de seulement dire nos billes de 5 pouces et moins. Peut-être que même je vais trop loin avec le 5 pouces. Peut-être juste le 4 pouces serait mieux pour le Moyen-Orient. Donc vraiment, c'est là qu'on est capable, selon les prix qu'on a rentrés, selon l'approvisionnement qu'on a, de venir sélectionner les patrons de coupe, les marchés, puis voir vraiment lequel est mieux dans notre situation. Ça va faire varier, dans le fond, les indicateurs de performance qui sont à droite en fonction du marché qu'on a sélectionné. Ces indicateurs-là, on va retrouver le rendement matière, mètre cube du 1000 PMP. On va aussi l'avoir en PMP du mètre cube. On va avoir le rendement valeur totale, donc ça inclut les coproduits aussi, copeaux placieux. Donc en dollars du mètre cube. On va aussi l'avoir en dollars du 1000 PMP. Dans les autres indicateurs, au niveau sillage, on va avoir le volume de sillage PMP par bille. On va avoir la production annuelle de sillage en millions de PMP, en mètre cube. On va aussi avoir le rendement mètre cube de sillage par mètre cube de bille. Valeur en dollars du 1000 aussi encore, puis par mètre cube de bille encore. Puis finalement, au niveau des coproduits, là, on va avoir le rendement copeaux, le rendement sciure en tonnes métriques anhydre par 1000 PMP. Puis on va avoir la valeur de copeaux et sciure en dollars par mètre cube. On parle beaucoup de mètres cubes dans ces rapports-là, où il y a du 1000 PMP aussi, mais il y a beaucoup de mètres cubes parce que c'est plus facile de comparer les différents marchés en utilisant les mètres cubes de billes, qui est vraiment un indicateur qui ne varie pas. Le mètre cube de billes, peu importe le marché, est le même. Donc, c'est plus facile d'utiliser ces indicateurs-là dans ces rapports-là. Mais on a quand même mis des indicateurs qui sont plus relatifs au 1000 PMP, même si ça varie d'un marché à l'autre. Là, je peux faire juste une démonstration très rapide. Là, si, mettons, je change la classe de 4 pouces pour du Moyen-Orient, on va voir les indicateurs ont changé en fonction de ma sélection qui a été faite ici. Je pourrais en faire un autre, par exemple, celui-ci, je vais changer pour Angleterre 45 mm, puis on va voir les indicateurs s'ajuster en fonction de ma sélection. Selon la sélection qui est faite aussi, on va avoir le résumé de production par marché. Donc là, on va retrouver les 5 marchés encore une fois qui ont été mis à l'étude, puis on va retrouver là, comment ça correspond en proportion au nombre de billes, en volume de billes, et tous les mêmes indicateurs que j'ai présentés pour tous ces marchés-là de façon résumée. Puis finalement, dans le bas, on va avoir, dans le fond, un panier de produits. Donc, on peut regarder vraiment tout ce qui a été produit là, en fonction, encore une fois, de la sélection. Puis c'est important, quand on refait une sélection, on clique sur « Actualiser », puis ça va remettre le tableau à jour. Donc, le voilà, il s'est mis à jour. Donc, on va retrouver vraiment le nombre de pièces par produit et en nombre en 1000 PMP aussi. Donc, on voit que là, j'avais fait une sélection avec, oui, un scénario nord-américain, mais j'avais aussi sélectionné UK 45 mm, puis j'avais aussi sélectionné du Moyen-Orient. Donc, on devrait retrouver tous ces produits-là dans mon panier de produits. On voit que j'ai du UK, j'ai des produits standards nord-américains, puis j'imagine dans le bas, je devrais retrouver le 3x3 quelque part. Haïti, voilà. Donc, j'ai des produits
produits 3x3 aussi du Moyen-Orient. Donc, vraiment, cette page-là, c'est là où vous pouvez le plus vous amuser. C'est là où on vient sélectionner les différents marchés, puis on vient vraiment faire une analyse des indicateurs de performance en fonction du marché là, qui ont été sélectionnés. Je vais remettre la sélection dans le nord-américain. Je vais laisser celui-là, Moyen-Orient, pour une démonstration plus tard. Avant ça, je vais passer au graphique qui nous permet de visualiser, dans le fond, les mêmes indicateurs de performance que je viens de vous montrer, mais dans un graphique. Donc, là, ici, ce qu'on voit, dans le fond, c'est par classe de diamètre dans l'axe des X. Puis, un indicateur qu'on a sélectionné. Dans ce cas-ci, j'ai le rendement valeur, donc en dollars par mètre cube de billes. Puis, les lignes vont être les différents marchés pour toutes les classes de diamètre. Donc, on va pouvoir voir justement ces indicateurs-là puis comparer les marchés directement dans le graphique de cette façon-là. Par exemple, si on avait le dollar du mètre cube, mais on voit que celui qui semble être le meilleur selon la configuration que j'ai faite d'approvisionnement et de liste de prix de vente, bien, c'est Angleterre 45 mm, qui au dollar du mètre cube semble être le meilleur, suivi de proche par le scénario hybride de l'Angleterre 38 mm puis le nord-américain. Israël aussi, qui donne des bons résultats. Puis le nord-américain, lui, qui est impacté par, ici, j'ai mis une taxe de 35 %. Là, on l'avait vu dans la liste de prix de vente, mais on voit que c'est impacté durement par ça. Donc, son prix diminue beaucoup. C'est sûr que là, ici, c'est seulement des prix moulins de vente de bois d'œuvre. C'est sûr qu'après ça, bon, il faut rajouter toutes les autres variables de coûts de transformation, de coûts de transport et autres, peu importe. Donc, c'est sûr qu'ici, c'est juste au niveau du prix du bois à l'usine. C'est sûr qu'il y a d'autres variables qui sont à rentrer par après pour tenir compte de ce que c'est vraiment profitable de choisir un marché ou un autre. Mais au moins, ça vous permet de voir les différents indicateurs et de comparer les marchés ici de cette façon-là. Moyen-Orient, j'attire l'attention tout de suite là-dessus. C'est sûr qu'il paraît bas en termes de l'ordre de mètre cube, mais on fait juste du 3x3 dans ce scénario-là. Donc, plus la classe de diamètre est élevée, c'est sûr que l'indicateur diminue ici à cause de ça. On pourrait considérer faire des scénarios hybrides pour l'aider, pour l'avantager dans le fond, donc compléter le pourtour du 3x3 avec d'autres produits standards NLGA. Donc, ce serait quelque chose qui pourrait être fait qu'on n'a pas fait encore. Même Israël, on voit qu'il descend à la fin, mais lui, c'est juste du 1x4 puis du 2x4. On pourrait aussi faire un scénario hybride peut-être pour aider dans les plus grandes classes de diamètre. Dans les autres indicateurs, on pourrait regarder rapidement peut-être le mètre cube par mètre cube, donc le rendement qui peut être intéressant. Mètre cube sillage par mètre cube de billes. Donc, si je change l'indicateur, on voit que les valeurs ont changé en fonction de ça aussi. Là, on voit vraiment ici les scénarios où on produit du bois NLGA standard avec les règles de flash beaucoup plus permissives. Bien, on voit que c'est lui qui offre le meilleur rendement, mètre cube sillage par mètre cube de billes naturellement. Ensuite de ça, l'Angleterre 45 mm où on permet moins de flash. Mais lui, donc son indicateur de rendement est plus bas. Puis après ça, on retrouve les deux autres. Encore une fois, avoir des scénarios hybrides aiderait davantage pour le Moyen-Orient ici. Israël, probablement aussi. Donc, c'est un peu juste pour vous démontrer le potentiel de l'outil ici. Si je faisais peut-être juste une petite démonstration très rapidement, on va faire une petite usine de stud ou une ligne où on ferait juste 9 pieds. Donc, je vais juste aller chercher les données. Voilà, donc j'ai mis, dans le fond, un petit approvisionnement de billes de 9 pieds, juste du stud, juste pour qu'on puisse faire un petit exemple bien simple. Donc, ça ressemble à ça en termes de proportion pour mes classes de billes. Si je retrouve dans ma sélection en fait, si je retourne dans mon graphique, là, on va voir que les courbes vont changer en fonction de ça. Ça a changé légèrement, mais ça l'a changé. Je vais remettre la valeur au mètre cube de billes. Là, tout ce que je voudrais montrer, dans le fond, c'est, mettons qu'on prend le Moyen-Orient, un scénario qui est facile, c'est juste du 3x3. On voit que dans la classe de billes de 4 pouces, bien, la valeur est légèrement au-dessus du nord-américain. Donc, en effet, bien, là, dans ma sélection de marché, je l'avais déjà laissé là. Donc, j'ai mis le Moyen-Orient dans mon 4 pouces. Donc, je pourrais regarder les indicateurs de performance reliés à ça. J'ai vu dans le graphique, la valeur était plus élevée. Si moi, par exemple, je savais que j'avais des prix, des meilleurs prix pour le Moyen-Orient, là, on avait 640, mais je pourrais changer. Ben, mettons que j'avais 700 $ du 1000 PMP.
Pour le 3x3, je mets 9 pieds. De toute façon, mes billes sont juste de 9 pieds. Puis là, je peux retourner dans ma sélection de marché. Les indicateurs vont changer en fonction de ça. Si je retourne dans le graphique, on devrait voir la courbe du Moyen-Orient, elle a monté parce qu'on produit du 3x3 9 pieds qui vaut plus. Donc, c'est juste pour vous démontrer un peu, selon vos configurations, bien, vous allez pouvoir analyser les indicateurs de performance selon votre situation avec l'outil. Donc, il y a quand même un bon potentiel. Puis avec cette rapide démonstration-là, je voulais le démontrer un peu. Donc, ça met fin à la présentation de l'outil. On a encore 2 petites diapositives à présenter, puis après ça, on pourrait passer à une période de questions. Luc, je ne sais pas si tu veux reprendre le partage écran. Oui. Le partage fonctionne. Oui. Et ben, ce qu'on voulait vous présenter ici, c'était les impacts, là, les impacts sur la production et les risques. Dans le fond, ça provient d'informations qui sont extraits d'un fait vécu par le groupe Lebel d'Illon Mébec, là, qui a été fait en 2017, ce que Sven vous a parlé tout à l'heure. Fait que, on a les impacts sur la production. C'est la possibilité pour certaines usines d'essayer 2 marchés en même temps, mais ça dépend toujours de la configuration de l'usine. Certains produits peuvent être faits en périphérie, mais bon, la débiteuse à scie multiple, on n'a pas toujours la possibilité de faire 2 produits en même temps, tout dépendant de chacune des usines. Changement des paramètres à tous les optimiseurs, fait que ça prend quand même un certain temps, puis il faut faire ça de bonne façon. Ensuite de ça, ben, pour le marché, certains marchés, le carcassing et Israël, ben, les temps de séchage risquent d'être plus longs. Aussi, au niveau de la gestion des inventaires, ben, ça devient c'est plus difficile. Au niveau du parc à bois acier, puis du parc à bois rond, ben, au niveau du parc à bois rond, ben, il y a peut-être encore là une sélection de nos baies, pour séparer les petites baies des grosses si jamais on veut favoriser un marché davantage avec des baies plus grosses, puis dédier les plus petites baies sur certains marchés, ben, il faudra peut-être faire une séparation au niveau du parc à bois. Des nouveaux étampages pour la classification, des changements de code de produit, la gestion du changement et formation du personnel, une nouvelle logistique de transport, transport en vrac, les conteneurs, est-ce qu'on charge au port, est-ce qu'on charge à l'usine, les conteneurs, c'est toutes des choses qu'il faut regarder. Puis, ce que Mébec avait trouvé à l'époque, ben, c'était un minimum de 2 semaines de préparation avant les changements de production. Les risques, ben, c'est la concurrence sur les marchés outre-mer, la disponibilité et la logistique de transport, les coûts des services aux clients augmentés dû à la distance, le développement des marchés, les plaintes, et ainsi de suite. Il y a toujours des risques de bris de contrat qui peuvent survenir. C'est ça. Bon, ben, comme Samuel a parlé tantôt, là, il y a des ajouts possibles à l'outil, des scénarios hybrides pour le Moyen-Orient et l'Israël, peut-être développer des nouveaux marchés, le Japon qu'on n'a pas parlé, qui est quand même un important marché pour l'ouest du pays. Permettre la sélection par un marché par longueur. Fait qu'on pourrait faire quand même des scénarios hybrides, mais sans les avoir simulés, mais on pourrait les faire nous-mêmes avec la configuration des longueurs. Ça serait une belle ajout. Après ça, les produits à valeur ajoutée qu'on pourrait ajouter, là, les préfab, on pourrait aller plus loin là, avec cet outil-là, aller jusqu'aux produits de préfab et les produits d'ingénierie. Comme Samuel le mentionnait, ajouter des grosses billes, une nouvelle classe de billes. Puis aussi, ben, on aurait la possibilité d'adapter. On peut faire des simulations qui pourraient être adaptées à votre usine si vous le désirez. Ça m'a fait à la présentation. Merci de votre écoute. Merci Luc, merci Samuel. Alors, on serait rendu à la période de questions. Je rappelle, il y a 2 manières de poser les questions, soit en utilisant le QNR dans le haut de l'écran ou encore même dans le clavardage également.
vous pouvez le mettre ou en levant la main, tout simplement. Je vois qu'on a des commentaires d'un clardage que c'était une bonne présentation. Merci, Régent. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Laurent Brassard, tu peux activer ton micro. Oui, j'avais une couple de petites questions là, concernant les valeurs des produits. Lorsqu'on met une valeur à 0, est-ce que c'est considéré ainsi, puis il n'y a pas de volume de produit, ou si dans toute l'évaluation, il y a un volume qui est associé, mais à une valeur 0? Oui, il y a un volume qui est produit quand même, qui va être associé à une valeur 0. Si on le sait qu'il y a des produits qu'on ne pourrait pas faire, c'est sûr qu'on pourrait refaire les simulations Bitech en ce sens-là. Parce qu'on produirait autre chose. Tout simplement, c'est ça que tu dis. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, on est mieux d'avoir tout le temps les prix à tous les produits qui sont dans la liste. Oui, exactement. Okay. S'il y a un produit dans la liste, il faut regarder un prix. Là, on fait comme hypothèse qu'il est produit là, parce qu'il se retrouve dans une bille à quelque part. Il a été produit, il a été débité. Donc, sûr, si on met 0, mais on considère qu'on l'a débité pour rien. Ça va impacter le rendement matière. Oui, c'est ça. Ben, le rendement matière, non, elle va exister, mais c'est la valeur au final qui va être grandement réduite. Là. Ça répond à la question, Laurent? Oui, merci. C'est bon. Il y a une question également pour l'exportation. Est-ce que les normes phytosanitaires sont un enjeu? Peut-être, ça va peut-être plus être Sven qui va pouvoir répondre à cette question-là, je présume. Oui, Paul, tu peux aussi ajouter, mais en principe, pour l'Angleterre, ça prend du bois KDHT 5630. Donc, ce n'est pas vraiment un enjeu. Ça prend un certificat phytosanitaire. Autrefois, on pouvait faire le certificat traitement chaleur que le moulin peut faire. Mais là, on est aussi en train de travailler avec l'Angleterre qu'il recule là-dessus, qu'on pourrait continuer avec le certificat traitement chaleur seulement. Pour les marchés de Moyen-Orient, il y a actuellement pas de règles phytosanitaires contraignantes. Merci, Sven. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Luc ou Samuel? Encore une fois, vous pouvez lever la main. Oui, David Surprenant. Oui, bonjour, merci pour la micro. présentation. C'est très intéressant. J'étais juste curieux. Au printemps, le QF avait parlé aussi là, du marché du Mexique. Donc, j'étais curieux de savoir là, qu'est-ce qui peut en être aussi du Mexique là, par rapport à ce marché-là. Oui, David, là, on n'a pas considéré d'ajouter. Bref, le Mexique, c'est un marché pour du CLS, pour des dimensions nord-américaines. Mais le prix est plus bas que le prix en Angleterre, par exemple. Et la compétition avec les États-Unis, surtout le Southern Yellow Pine, le pin du sud des États-Unis, est très forte. Fait que, dans l'exercice actuel, on a décidé de ne pas l'inclure. Parfait, merci. Excellent. Merci. Dernier appel de questions. Alors, merci Luc et Samuel pour votre présentation. Je rappelle que les présentations vont être disponibles, de même que les enregistrements, soit sur le site d'FP ou via le QWeb. La prochaine présentation et coût de logistique et de manutention va être faite par Peter Lovett, qui est vice-président chez King City Forwarding. Il possède plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du transport de marchandises. Il est spécialisé dans les exportations forestières. Il supervise les opérations maritimes et dirige l'équipe des ventes du développement commercial. Et je sais qu'il y a eu une participation de Benoît Martin de Boscus dans la préparation de la présentation que Peter va nous faire aujourd'hui. Alors, Peter, à toi le micro. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran ici. OK. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Oui, c'est bien, Peter. Excellent. OK. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vous donner une idée générale des différentes considérations au niveau de la logistique, l'export des containers. Alors, beaucoup de l'information, c'est en général avec quelques détails concernant les coûts.
Et c'est sûr qu'il y a différents scénarios dépendant de beaucoup de facteurs. Donc, on va débuter. King City, ça fait depuis 1977 qu'on est transitaire spécialisé dans les produits forestiers. Nous traitons à peu près 20 à 22 000 containers par année à partir du Canada et des États-Unis. Donc, on est très habitué avec les défis avec les produits forestiers. Alors, pour commencer, information de base, les différentes options de containers qui sont disponibles en Amérique du Nord et au Canada. Donc, on a les 20 pieds standards, on a aussi les 40 pieds standards. Aussi le 40 pieds high cube qu'on appelle. Donc ça, je vous dirais, c'est plus utilisé au niveau de l'exportation à cause qu'il y a une capacité un peu plus grande au niveau du volume et de la charge. Donc ici, juste pour vous donner une idée, la capacité d'un container de 40 pieds, comme indiqué sur les portes, c'est le volume entre 76 et 78 mètres cubes. Une charge qu'on appelle aussi payload, c'est entre 28 et 29 000 kilogrammes. Et voici aussi l'ouverture de la porte. Mais je vais vous montrer une autre un peu plus tard, les différentes dimensions pour les paquets pour être capable de charger le container 40 pieds. Alors, au niveau du chargement de container, on a deux options. On peut charger directement à l'usine ou on peut, si l'usine n'est pas équipée, bien, on peut envoyer le bois. On peut envoyer le bois à une cour de transbordement. Et eux, ils peuvent s'occuper du chargement de containers. Donc, c'est sûr, à l'usine, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus efficace. Vous recevez directement les containers vides pour charger. Donc, il y a un peu moins de déplacement du bois. Donc, les coûts sont moins élevés. Mais par contre, ça nécessite de l'espace et ça nécessite aussi l'équipement pour charger les containers. Donc, vous voyez les deux photos, c'est deux manières de charger. La première photo en haut, c'est le container directement sur le sol. Le forklift, il va pousser le bois directement dans le container. La deuxième photo, ça montre une autre manière de chargement où il y a un forklift qui tient le bois, puis l'autre qui pousse dans le container. Donc, c'est ça les deux manières plus courantes pour charger. Donc, si on fait affaire avec une cour de transbordement, d'habitude, ils ont plus de flexibilité, ils ont l'équipement de manutention, mais par contre, ça augmente les coûts de manutention, de chargement et de transport. Et aussi, dans certains cas, il y a des coûts aussi de storage. Alors, pour ce qui en est de la manutention, la préparation des colis, c'est sûr, d'une manière ou d'autre, à l'usine ou à un cours de transbordement, le plan de chargement est nécessaire. Donc, c'est avec ça que la personne en charge de charger le container, ben, il doit savoir exactement les paquets, les dimensions pour maximiser l'utilité du container. Dans il y a si on parle de redimension des paquets, puis j'ai quelques exemples dans la prochaine diapositive. La redimension des paquets aussi, s'ils ne sont pas faits pour l'export, ben là, ça va prendre du travail pour enlever les straps, l'emballage, faire comme on appelle rework, le bundle. Et ensuite, une autre
on a mentionné aussi pour les normes phytosanitaires, chaque voyage doit être inspecté. Donc, ça, c'est très important. Alors, l'OCIA demande que les paquets soient 2 paquets de haut, au moins 1 mètre entre les rangées. Puis les paquets doivent être accessibles des 4 côtés. Alors, on doit avoir de la place pour passer l'inspection. Ensuite, il y a aussi le marquage peinture, si jamais on veut mettre notre logo dessus. Il y a cette considération. Et aussi, si on redimensionne les paquets, ensuite, il y a aussi la question de l'emballage. Il faut réemballer les bundles les paquets d'une façon que c'est présentable. Puis ensuite, ici, merci à Benoît, il nous a donné quelques exemples très précis pour la dimension des paquets pour l'export. Donc, l'objectif, c'est d'avoir entre 84 et 90 pouces de large pour le cargo. Donc, c'est 2 paquets, un à côté de l'autre, entre 42 et 45 pouces. Puis ensuite, on veut avoir une hauteur maximum de 100 pouces. Donc, ça nous donne 2 à 4 pouces pour pouvoir rentrer dans le container. Puis aussi pour laisser la place pour les fourches et pour placer les paquets. Donc, voici les exemples qui étaient fournis des 2 par 4. On peut faire des bundles de 20 de haut, 12 de large, 240 pièces. Puis ça peut aller jusqu'à 3 paquets de haut avec le dunnage si nécessaire. Les 2 par 6, c'est 10 morceaux de haut, 8 de large, donc 160 morceaux au total par paquet. Puis là aussi, on peut aller 3 paquets de haut. Et ensuite, le 3 par 3 air dry. Ça, c'est sûr que quand on parle de air dry, on va dépasser la capacité limite du poids avant qu'on dépasse la capacité de mètres cubes. Donc, ici, c'est 3 par 3 air dry, 9 de haut, 14 de large, donc 126 morceaux. Une autre considération ici, c'est la protection du cargo. On a parlé de la limite de taille, ça doit passer entre les portes du container. C'est très important pour éviter des dommages du produit et aussi du container. La protection contre l'humidité. Donc, ça, c'est une autre considération. C'est sûr, si on fait affaire avec un cours de transbordement, il faut être sûr qu'ils peuvent offrir la protection, peut-être avec du storage intérieur, ou si c'est laissé dehors, que ça soit bien emballé pour éviter des dommages comme vous voyez sur la photo. Ensuite, au niveau de conformité, c'est sûr que le poids, on doit savoir le poids du container avec le produit. Donc, pour faire la déclaration VGM avec les lignes maritimes. Donc, ça, c'est une chose nécessaire. Et ensuite, tout le emballage ou le dunnage doit être ISPM 15 pour conforme aux normes à l'export. Donc, avec les cours de transbordement, il faut considérer aussi les réceptions sont capables de recevoir des camions ou des wagons. Une couple de choses à savoir quand on fait affaire avec un cours de transbordement, il y a toujours
des horaires et des rendez-vous à respecter pour livrer le bois et aussi pour les chargements de containers. Dans certains cas, il y a des temps d'attente et aussi ça dépend de leur localisation, s'il y a une facilité d'accéder. Puis aussi, en général, juste la qualité de la cour. Comme on a vu dans le passé ici, dans l'autre photo, qu'il y avait des dommages aux produits. Donc, il faut faire affaire avec une bonne cour de transbordement. Et évidemment, les coûts. Il faut savoir les coûts approximatifs. Ici, sur la côte Est, pour vous donner une idée, si on veut pour recevoir le bois, charger le container et le ramener au port, ça coûte entre 800 et 1000 $ canadiens. Puis ensuite, s'il faut redimensionner les paquets, ça peut coûter jusqu'à 25 $ le bundle pour redimensionner. Puis ensuite, comme on a mentionné, l'entreposage, il faut avoir dans l'entente l'espace et la durée. C'est sûr qu'avec le bois, ça prend quand même de l'espace. Donc, il faut être sûr que la cour de transbordement est capable de recevoir les volumes d'expédition, en plus de les protéger contre les intempéries. Puis, un autre facteur important, c'est la gestion des stocks. C'est sûr qu'on a un certain contrat avec eux ils doivent être capables de gérer les stocks, savoir qu'est-ce qui rentre, être capable de fournir un plan de chargement dans certains cas, puis aussi gérer tous les inventaires. Qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, avoir des rapports assez détaillés pour ne pas oublier des choses. Donc, si on continue ici, juste en général, les principaux ports de départ au Canada. Donc, à l'est, on a Montréal et Halifax, c'est les deux ports principaux. Puis à l'ouest, on a Vancouver et Prince Rupert. Alors, si on regarde les certaines destinations principales pour le bois, et j'ai fait une charte de comparaison, donc juste en temps de transit. Si on part de Vancouver, exemple, puis si on prend Liverpool, puis on prend le train de Vancouver vers Montréal pour export vers Liverpool, il y a un avantage de passer vers l'est. C'est le même avantage pour Alexandria et Jeddah. Le temps de transit devient moins long si on passe à travers Montréal. Mais si on passe de Vancouver, les temps de transit presque doublent. Mais ce n'est pas le cas pour Mundra. Mundra, c'est donc le temps de transit, c'est très semblable. Alors, dans ce cas-là, ça devient une question de coût des containers. Puis on va voir ça dans le prochain, dans un autre exemple. Puis là, on parle de Shanghai, Chine, Vietnam, Japon. L'avantage, c'est à l'ouest. Les temps de transit de 15 à 20 jours à partir de Vancouver. Donc, très avantageux. Et aussi, les coûts sont beaucoup moins élevés à partir de Vancouver pour la Chine, Vietnam et Japon. Alors, ici, c'est un exemple plus précis. Si on regarde le port de Liverpool, donc, sur un côté, on a le container qui est chargé un cours de transbordement ou directement à l'usine.
il est retourné pas au port de Vancouver, mais au chemin de fer à Vancouver. Puis là, il va vers l'est, vers le port de Montréal, pour embarquer sur un navire à Montréal vers Liverpool. Alors, vous voyez les temps de transit, si on prend Hapag-Lloyd et OOCL comme exemple, on est en 32-37 jours. Puis vous voyez aussi les coûts par 40 pieds. C'est sûr, OOCL a quand même un bon... sont très forts vers l'Angleterre. Mais c'est ça, c'est entre 2700 et 3200 par container. Puis ensuite, de l'autre côté, on charge le container à l'usine encore ou au cours de transbordement et on livre ça direct au port de Vancouver. Donc, le trajet est beaucoup plus long. Vous voyez les temps de transit, ça peut aller de 60 à 90 jours. Il doit passer faire un transbordement à Panama pour ensuite aller vers l'Europe. Puis aussi, vous voyez les coûts assez élevés. One à 90 jours, c'est pas nécessairement la meilleure option. Donc, si on compare MSC puis CMA, on est proche des 4 000 $ par container. Alors, ça, c'est pour les coûts. Si les considérations de risque qu'il faut savoir, donc l'assurance transport, très important. Donc, ça protège les exportateurs. Dès que le container embarque sur un train ou sur le navire, jusqu'à temps que c'est livré à la destination, au port de destination. So, on voit de ces temps-ci beaucoup plus d'événements qui nécessitent la protection d'assurance. On voit les containers, des fois, ça peut tomber à l'eau. Il y a des accidents maritimes de plus en plus, donc c'est très important d'avoir cette assurance. Le demurrage et détention, ça encore une fois, c'est quand les containers ne sont pas rentrés au port ou au train dans les délais, ça peut entamer des coûts. Puis aussi, quand ils sont livrés à la destination, il y a aussi si les containers ne sont pas ramassés aussi dans les délais qu'on appelle le free time, il peut y avoir des coûts à l'autre bord. So, il faut prendre ça en considération, savoir c'est quoi les délais. Puis, c'est sûr, avec un transitaire, il est là pour ça, pour vous mentionner tous ces risques-là, puis les différents coûts. Pour ce qui est du poids, on a parlé des poids de chargement un peu plus tôt. À Montréal ou à Québec, on a le dégel du printemps aussi à considérer. Mais les limites de poids doivent être respectées car les lignes maritimes sont très sévères là-dessus. Donc, encore une fois, c'est le plan de chargement, puis vérifier aussi les poids maximaux qui peuvent aller sur le train ou dans le container directement. Ensuite, ouais, on va parler de CIF livraison dans les prochaines slides. Concernant les gestions de risques, c'est sûr, à l'export, on a toujours les risques politiques. Il y a des risques du taux d'échange aussi, dépendant avec quel pays vous faites affaire. Mais le plus souvent, c'est les risques commerciaux, comme annulation de contrat, non-paiement ou refus de la marchandise. Dans certains cas, l'acheteur fait faillite. Donc, il faut tout prendre ça en considération, puis aussi choisir la bonne option de paiement. Quand ça vient au paiement, c'est sûr, si le prépaiement, se faire payer avant de charger le container,
c'est le moins risqué, mais c'est quand même rare ces jours-ci. On a la lettre de crédit qui pas mal garantit votre paiement avec la banque. Il y a des frais associés à ouvrir une lettre de crédit. Puis les deux, l'acheteur et vendeur doit accepter de transacter avec la lettre de crédit. Ensuite, on a l'encaissement documentaire qu'on appelle cash against docs, aussi avec une banque. Donc, dès qu'il y a une banque qui est dans la transaction, il y a des frais supplémentaires, mais il y a une certaine protection pour le paiement. Et c'est sûr, le plus risqué, c'est crédit ouvert. Donc, aucun paiement jusqu'à temps que c'est rendu à la destination. Alors, juste un petit point sur le contrat. Le contrat entre l'acheteur et le vendeur, c'est là où on précise le transfert de propriété. Donc, il y a certains outils pour faire ça. Les incoterms, c'est pas des méthodes de paiement. Des fois, il y a un peu de confusion là. C'est pas des méthodes de paiement. Ça couvre les transferts de risque. Puis aussi, ça détermine les coûts. C'est qui est responsable pour les coûts de transport, assurance, puis aussi qui est responsable de quel document. Donc, on peut faire une présentation totalement séparée sur les incoterms, mais je peux vous envoyer sur demande des détails avec les incoterms les plus récents 2020. Mais en général, ça vous donne une idée des différentes méthodes. Et finalement, un des incoterms que je voudrais juste préciser, c'est CIF. Donc, CIF, c'est très populaire dans le domaine du bois. Donc, CIF couvre le coût du matériel, couvre le transport et l'assurance jusqu'au port de déchargement. Ça ne couvre pas les frais au terminal à la destination. Puis aussi, des fois, dans des cas très rares, c'est la livraison directement à l'usine, à la destination. Donc, ça inclut tous les coûts de transport maritime, tous les coûts de transport terrestre. Mais en général, je vous dirais que c'est le CIF qui donne plus de contrôle et de clarté. Donc, c'est ça la présentation. Je laisse un peu de temps pour des questions. Merci, Peter. Merci particulier parce qu'on sait qu'on t'a demandé de faire cette présentation-là en français, puis il va la refaire cet après-midi en anglais. Et l'anglais étant sa langue première. Donc, merci pour cette belle présentation. Peter, est-ce qu'il y a des questions? Encore, on peut passer par l'onglet questions-réponses dans le haut de l'écran ou bien en levant la main, tout simplement. On a même du temps pour les questions, oui, Sven, pour les questions sur les présentations précédentes aussi. Nos conférenciers sont encore présents. Vas-y, Sven. Oui, parfait. Merci beaucoup, Peter. Je voyais la photo du paquet de bois. Puis tu parlais de resizer les paquets, etc. Et c'est peut-être pour ça, moi ma suggestion pour les paquets, en termes des straps autour des paquets, on sait que le chargement en conteneur, c'est quand même un peu une tension. Les straps, il peut briser. Donc, l'idéal, ce que j'ai vu, Peter, tu as peut-être d'autres idées, mais c'est de mettre deux straps chaque bout de paquet, puis en mettre plus sur le paquet que vous faites normalement. C'est une sécurité.
Je ne sais pas, est-ce que tu as des expériences, Peter, de Oui, façon de oui, c'est faire? sûr. Oui, écoute, quand on faisait le restrap, on mettait des straps en acier. Donc ça, quand on pousse les bundles dans le container, il y a moins de chances que ça brise. Ou on peut mettre aussi 2 straps de chaque côté en plastique. C'est sûr qu'il y a des chances de bris quand les paquets sont poussés dans le container. Mais en général, comme Sven il dit, un peu plus, c'est mieux, juste pour éviter les bris. Puis c'est beaucoup plus difficile quand les straps sont brisés, puis tu es en milieu de chargement pour enlever le paquet, remettre un autre strap. Donc, toujours mieux avoir un peu plus. Ouais. Une question d'Emmanuel Forgette. Vas-y, Emmanuel. Oui, on parlait des straps, ces choses-là. Est-ce que vous recommandez, parce que c'est commun dans l'industrie ici, de mettre le dunnage, en anglais le travers, inclus dans le paquet? Est-ce que vous recommandez de ne pas le mettre dans le cas d'exportation? Ça dépend. On voit, il y en a qui le mettent. C'est toujours recommandé pour le mettre. C'est sûr que pour charger le container, au niveau du chargement, si on le met ou le met pas, on pousse les bundles, mais c'est plus rendu à l'autre bord, à la destination. C'est beaucoup plus facile de lever un paquet avec un dunnage que sans dunnage. Donc, je vous dirais recommandé de l'inclure. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Peter, pour Samuel, Luc ou pour Sven? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. C'est Michael Plourde, je suis en auto, je ne suis pas équipé pour relever la main. C'est pour ça que je n'ai pas de... OK. Pour le chargement des containers, vous avez parlé des 2 techniques, là, à terre ou bien avec 2 machines. Là. Puis, est-ce que vous avez regardé ce qu'on voit en Europe avec les loading plates? Puis, c'est une technique qui fonctionne. Y a-t-il des enjeux météo, neige, Les loading plates, on a vu une machine qui ça s'appelle CombiLift. C'est-tu la machine CombiLift que vous référez ou c'est juste les loading plates? Loading plate. Loading plate. Oui, ça peut fonctionner avec les loading plates. Écoute, l'idéal, c'est avoir un loading dock. Ça serait le meilleur. Le container rentre dans un loading dock, on met une plate, puis ensuite on rentre direct dans le container. Mais loading plate aussi, ça peut marcher, oui. Excellent. Merci, Michael. Il y avait Sven, puis j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat que je veux juste lire qui a été répondue déjà. Peter a été rapide. Est-ce que DEC peut encore assurer les exportations? Puis Peter a confirmé que oui, DEC peut encore, EDC peut assurer. Sven, une question? Ou plutôt une précision. On parlait des règles phytosanitaires tantôt. Puis je disais que pour le moyen, il n'y a pas vraiment des règles. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut quand même produire un certificat phytosanitaire. Ce qui n'est pas nécessaire, c'est le traitement chaleur 5630. Dans plusieurs cas, on n'a pas besoin. Mais quand même, le certificat avec une inspection, et des fois, si l'inspecteur trouve de la terre ou de la moisissure dans le paquet, ça peut poser des problèmes. Merci, Sven. Donc, un dernier rappel de questions. Je ne vois pas de main levée ni de message dans les questions-réponses. Alors, ça complète le webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation. Merci à nos intervenants. Merci à nos présentateurs, nos conférenciers. Il y a également cet après-midi la reprise de ce webinaire-là qui va être en anglais, mais qui va également
inclure 2 présentateurs supplémentaires qui viennent directement du UK, Steven Sabine et Ian Campbell, qui sont de UK Timber et de Canada Wood. Donc, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire à celui en anglais cet après-midi pour ces 2 conférences supplémentaires-là. Et Peter va nous faire le plaisir de représenter également cet après-midi. Et sinon, bien, on vous remercie de votre participation encore une fois. Et puis, on vous invite à consulter les sites respectifs du QWeb, du CIFQ, du FP Innovation pour les prochains webinaires. Dans le cas d'FP Innovation, le prochain va être sur la construction hors site et ça va se tenir le 21 octobre. Alors, merci à tous et bonne fin de journée.